Bonjour Michel. Alors attends, je suis en train de vérifier un truc, parce que là je comprends pas. Bon. Je te souhaite une bienvenue donc aux 16e rencontre d'Espace Merci. Mars. Et tu vas nous proposer donc ce matin une intervention concernant les défis de la non-croissance Oui. pour des politiques de transformation sociale. Donc on voit un petit peu où tu veux aller. Donc Voilà. je te passe la parole. Vas-y Michel. Merci Dominique. Bonjour à tous. Oui, il y a plusieurs facteurs qui obligent à envisager l'hypothèse de l'absence de croissance économique comme cadre futur du déroulement de politiques de transformation sociale, disons concrètement en France, de politique économique et sociale de la gauche. Alors ces facteurs, ben, c'est d'abord quelque chose qui est en cours et qui concerne le passé récent. C'est la baisse tendancielle des gains de productivité du travail qui est observée dans la plupart des pays développés, en France, dans l'Union européenne en particulier. Le deuxième facteur concerne les politiques de transition écologique, on peut aussi dire bifurcation écologique. Dans le cas de la France, la transition écologique impliquera, d'après le rapport Pisani-Ferry et Mafos de 2023, impliquera un choc négatif de croissance équivalent à un tiers de point de PIB par an, bien sûr. Cela doit produire également une poussée d'investissement, des effets négatifs sur le bien-être des consommateurs, des changements dans la répartition et une pression sur les finances publiques. Et d'après des études récentes, les politiques visant la neutralité carbone doivent avoir un effet négatif sur la productivité du travail à court et moyen terme. Dernier facteur, alors là on passe plutôt au niveau des objectifs écologiques au niveau mondial et notamment des objectifs en matière de limitation ou d'annulation des gaz à effet de serre. On sait que la croissance économique mondiale, si on prend les années 2000-2020, plus 87%, elle a tiré vers le haut les émissions de CO2, plus 37,5%, car cette croissance mondiale a été supérieure à la baisse de l'intensité en gaz à effet de serre de la production. Baisse de l'intensité qui a été de 27,5%. À l'avenir, la déconnexion entre la croissance économique et les émissions risque de ne pas suffire pour concilier croissance et climat. Et là, je reprends un calcul de Jean-Marie Arribé, il appelle de coin de table, à savoir que pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80% d'ici 2050, visant la neutralité carbone, en cas, je prends une des variantes, en cas de baisse de l'intensité de gaz à effet de serre de la production de moins 6% par an, c'est d'ailleurs une vue optimiste car elle n'a baissé que de 1,6% sur les 2 premières décennies du XXe siècle, eh bien, du XXIe siècle, bien sûr, eh bien, il faudrait une croissance zéro de la production, une économie stationnaire, avec donc une hypothèse optimiste concernant la variation de l'intensité carbone de la production. Si au nom de l'équité internationale, on considérait qu'il faudrait consacrer en priorité aux pays du Sud ce qui nous reste de budget carbone, ça veut dire qu'il faudrait être plus exigeant
à l'égard des pays du Nord, ce qui serait un élément de plus pour peser sur la croissance économique des pays du Nord. Par ailleurs, dans la dégradation écologique, il n'y a pas que le climat, et il y a aussi les autres limites planétaires. Il y en a 9 qui avaient été établies par un groupe de Stockholm, et sur les 9, il y en a 6 qui sont déjà atteintes depuis 2022. Si on veut également limiter les dégâts par rapport aux autres limites planétaires que le climat, on peut penser que ça serait également un facteur qui pèserait sur la croissance économique. Ça signifie, donc, c'est ma conclusion de cette introduction, ça signifie que cette hypothèse de non-croissance, à savoir soit d'état stationnaire, soit éventuellement, avec tous les problèmes que ça peut poser, éventuellement une décroissance temporaire, ça poserait à tout gouvernement un problème considérable, et en particulier pour des gouvernements de gauche qui viseraient en même temps une transformation sociale avec un certain nombre de mesures sociales phares. Donc, ce problème, il m'a semblé intéressant de commencer à l'aborder, mais de manière vraiment très très modeste. Je n'ai fait aucun travail de quantification. Simplement, serrer les questions que ça pose. Alors, pour le traité, l'idée générale, c'est que l'absence de croissance doit nécessiter un certain nombre de révisions majeures dans la politique envisagée par la gauche. Premièrement, ça doit mettre en cause ce que j'appellerais une clé de voûte des projets économiques et sociaux de gauche. Deuxièmement, ça oblige à une redéfinition radicale des priorités. Et troisièmement, ça implique aussi, bien sûr, un certain nombre de conditions d'organisation économique et de conditions politiques et culturelles. Premier point, la gauche serait prise à contre-pied par l'absence de croissance. Le défi est à la fois idéologique, économique et sociopolitique. Le contre-pied idéologique, il me paraît évident. Si on regarde l'histoire des idées, la critique du productivisme et le refus du primat de la croissance ont émergé parmi les intellectuels plutôt libertaires, en marge de la vie politique et notamment de la gauche politique. Alors on peut citer ici, on connaît bien, Ellul, Charbonneau, mais il y a aussi Illich, Gors, etc., etc. Le rapport Meadows en 1972 émanait d'experts, de chercheurs, à propos des limites de la croissance. Quant à l'idée de décroissance, elle émane de quelques intellectuels qui au départ étaient complètement isolés, notamment et surtout Georgescu Roegen et en France Serge Latouche. Mais il y en a quelques autres, mais toujours en marge de la gauche politique, que ce soit à gauche radicale ou modérée, ou gouvernementale. La gauche politique, elle est attachée à la croissance. Stiglitz, en 2008, a écrit « La croissance, c'est la gauche », par des démocrates américains. La social-démocratie, vous le savez, a repris les idées keynésiennes de soutien à l'activité, mais c'est pour la croissance et l'emploi, même si c'est plutôt le court terme. Je passe sur les détails. Pour le communisme soviétique, on retrouve sur d'autres bases, mais la même idée. Trotsky, par exemple, considérait que la seule raison pour laquelle le socialisme pourra supplanter le capitalisme, complètement et définitivement, c'est le fait qu'il assurera une plus grande quantité de produits pour chaque groupe de travail humain, qui a la productivité en arrière. On sait que Khrouchtchev promettait au peuple russe
de rattraper, de dépasser les États-Unis, et proposé, il assurait en 1959 et l'objectif c'était en 1970. Georges Marchais jugeait monstrueux le projet de Sicot-Manchol qui était dans la foulée du rapport Meadows. Une exception dans le communisme historique, c'est Enrico Berlinguer en Italie qui en 1977 a fait un discours qui est resté dans les mémoires, mais qui politiquement est tombé à plat, un discours sur ce qu'il appelait l'austérité. Aujourd'hui, on pourrait appeler ça plutôt la sobriété pour éviter des quiproquos avec d'autres types de politiques. Et depuis qu'il y a la crise écologique, la gauche choisit en général, la gauche politique, la croissance verte pour y faire face. Alors on peut citer Krugman aux États-Unis, en France, mais quasiment tous les socialistes et sociodémocrates, je n'insiste pas, mais aussi les sociolibéraux comme Terranova, une citation d'Olivier Ferrand qui est très explicite. Quant aux économistes hétérodoxes, actuellement, ils sont partagés sur cette question. Ils se retrouvent tous sur la croissance à court terme, en gros, contre la politique d'austérité à court terme. Par contre, il y a des courants différents concernant la croissance à long terme. Je schématise. Contre-pied idéologique, mais aussi contre-pied économique. Alors, la non-croissance, si on la met en rapport avec la logique des programmes économiques des partis de gauche avant qu'ils arrivent au pouvoir et au tout début des premières années, la croissance joue un rôle véritablement clé. Mais du coup, la non-croissance, ben, c'est d'abord une atteinte à l'emploi. Les périodes de stagnation de la production ou de récession ont toujours été, dans le système capitaliste actuel, mais qui subsistera dans les premières années d'une politique économique de gauche, ont toujours été des politiques, des périodes de dégradation de l'emploi. Atteinte au pouvoir d'achat, même chose, ben là c'est l'histoire du gâteau à répartir, lorsqu'il augmente, ça permet une hausse du pouvoir d'achat moyen, sa disparition crée une pression à la baisse. Atteinte aux finances publiques, ben là c'est l'évidence aussi, la croissance fournit des rentrées fiscales utiles pour financer les dépenses nouvelles de l'État social. Sa disparition pèse sur les rentrées fiscales, les prélèvements obligatoires, et ça nuit évidemment, ça nuirait à la progression des dépenses publiques pour les nouveaux projets, dépenses publiques et sociales. Contre-pied également sur le plan sociopolitique. La non-croissance, ça signifie une pression sur la répartition des revenus. En effet, la croissance a permis au gouvernement de gauche d'augmenter, par exemple, les salaires sans devoir nécessairement baisser les revenus du capital. Même chose pour les liens entre le revenu des classes les plus modestes et les classes les plus riches. La disparition de la croissance signifie qu'on passe à un jeu à somme nulle si on est un économie stationnaire et un jeu à somme négative si on est en décroissance. Inutile de dire que ça a des implications sociales, c'est-à-dire ça fait un choc sur le compromis social éventuel qui sous-tendrait le déroulement d'une politique économique de gauche. La fin de la croissance recèle des tensions sociales et politiques potentielles, sans commune mesure avec ce qu'on a connu dans le passé, où on avait quand même une certaine croissance. Et là, j'ai retrouvé une citation de Rocard en 2015. Mon intuition, c'est que la décroissance économique nous conduirait tout droit à quelque chose qui ressemblerait à une guerre civile. Alors, compte tenu de ce choc et de ce contexte très défavorable, comment peut-on envisager des éléments de réponse, le début d'éléments de réponse? Alors, j'en viens à la deuxième partie, au deuxième point, sur la nécessité d'une redéfinition radicale des priorités. D'autant que ce contexte surviendrait en même temps que la bifurcation écologique qu'il serait nécessaire d'entamer, d'aller au-delà des formes de transition écologique
dont on parle aujourd'hui. Alors, je m'inspire notamment d'ouvrages comme celui de Jean Gadret en 2010 ou celui de Tim Jackson également en 2010, qui envisagent une expansion en rapport avec l'amélioration du bien-être sans croissance, voir ce que ça impliquerait au niveau des choix. Alors, le premier élément qui s'impose absolument, c'est celui d'une hiérarchisation des besoins. Une hiérarchisation, on peut appeler citoyenne, parce qu'elle serait définie politiquement, des besoins. Dans les décennies à venir, et là je cite un keynésien historique, Henri Sterdyniak, dans les décennies à venir, l'objectif essentiel ne doit plus être tant la croissance que la préservation de notre habitat. Non plus de développer de nouveaux besoins plus ou moins artificiels, mais de satisfaire les besoins de base pour l'ensemble de la population en limitant les dégâts écologiques et même en les réparant. C'est-à-dire qu'on a là un keynésien qui, c'était au moment du Covid, accepte d'abandonner l'objectif de croissance économique pour une politique alternative. Et si j'ai choisi cette citation, c'est que ça n'émane pas d'un économiste à tendance a priori écologiste. Ça veut dire que, au moins pendant le Covid, il y a eu un élargissement de la place de l'écologie dans les objectifs des économistes de gauche, et ça s'est traduit notamment par une citation de ce type. La question des besoins a été étudiée par un certain nombre d'auteurs, dont Kucheyan, par exemple, avec la recherche de distinction entre les besoins vitaux, euh, les besoins incluant les besoins vitaux biologiques et les besoins qualitatifs. Alors là, il y a Gors, il y a Heller, etc., qui ont travaillé là-dessus. Mais il nous faut reprendre nécessairement ces approches parce que dans ce contexte-là, si on veut que les besoins essentiels soient satisfaits pour l'ensemble de la population, il faut en contrepartie qu'il y ait une chute de la satisfaction des besoins non essentiels. Encore faut-il qu'on accepte l'idée de la différenciation entre les besoins essentiels et les besoins superflus. Or, dans l'histoire de la pensée, et notamment depuis le débat au XVIIIe siècle sur le luxe, il y a eu une victoire de ceux qui considèrent qu'on ne peut pas différencier les besoins, ce qui était une manière d'ailleurs de laisser au marché le choix objectivement de sélectionner les besoins. C'est-à-dire que pendant que les besoins essentiels pour une partie de la population ne seraient pas satisfaits, des besoins superflus ou non essentiels seraient plus que satisfaits pour une autre partie de la population. Dans le contexte qu'on choisit comme hypothèse, ce choix est absolument déterminant pour tout le reste. Ça suppose, me semble-t-il, une certaine évolution idéologique. Deuxième type de choix, les transferts entre types de dépenses. C'est-à-dire que les priorités de la bifurcation écologique et sociale dans un contexte de non-croissance auront deux effets de déplacement des dépenses majeurs. Premier effet, un transfert de dépenses privées vers des dépenses publiques. Et deuxième effet, un transfert de la consommation vers l'investissement. Le premier effet est évidemment le plus connu, celui auquel on peut s'attendre à partir de choix de politique de gauche. Il y a plusieurs facteurs cumulés qui augmentent les dépenses publiques et donc les prélèvements obligatoires, les investissements publics pour la transition, le renforcement des services publics et la progression, surtout si on veut y mettre de la gratuité, et la progression de la redistribution à des fins sociales. Sans croissance, la hausse des prélèvements obligatoires implique une baisse du revenu disponible pour la consommation privée, pour les dépenses privées en général. Or, c'est la partie du revenu qui relève du libre choix des consommateurs, ce qui pourrait poser quelques problèmes.
On peut prévoir en contrepartie des pressions accrues de la part d'une partie de la population contre les nouvelles hausses d'impôts, d'où le fait qu'il faudra très probablement faire une sélection au sein des dépenses publiques et sociales, compte tenu de cette pression qui ne manquera pas de se produire. Quant au transfert de la consommation vers l'investissement, ça s'est déjà envisagé par le rapport Pisani-Ferry, du fait de la nécessité d'augmenter les investissements pour la transition écologique. Et ce transfert sera d'autant plus important qu'on travaillera dans le cadre d'une production globalement stagnante. Sans croissance du PIB, à moins de sacrifier les autres investissements, autres que pour la transition écologique, ça sera nécessairement au détriment de la consommation globale. Après, reste à répartir les évolutions. Troisième élément, après le déplacement par type de dépenses, troisième élément, eh bien, la réduction des inégalités. Évidemment, sans croissance, l'amélioration du sort des plus défavorisés nécessitera une baisse du revenu des plus riches, d'une partie des plus riches. Cela est reconnu aujourd'hui par toute une série d'économistes qui travaillent sur la question. Je citerai Gaël Giraud, Dominique Bourg, etc. Bien sûr, Jean-Marie Harribey. Et donc, Jean-Marie, tu as fait un calcul d'après lequel un plafonnement du rapport interdécile des revenus de 1 à 6 permettrait de dégager des sommes de l'ordre de 4 à 5% du PIB, qui pourraient être utiles et nécessaires pour financer la transition écologique. D'où la nécessité d'aborder tôt ou tard la question du revenu maximal, mais ça supposerait évidemment, pour l'atteindre, d'utiliser d'abord l'outil fiscal. Quant à l'objectif de plein emploi, dernier point, c'est peut-être la question qui est la moins difficile sur le plan intellectuel dans cette affaire. Pourquoi? Parce que l'objectif de soutien de l'emploi total, il va être influencé par deux forces un peu de sens contraire. Première force, une force négative, l'absence de croissance va jouer contre l'emploi. Là, la solution habituellement envisagée et qui logiquement est tout nécessaire, c'est celle du partage du travail nécessaire pour soutenir l'emploi dans ce contexte. Mais il y a une autre force qui va jouer, c'est celle de la bifurcation écologique qui va nécessiter une augmentation de l'emploi dans des domaines où la productivité du travail, notamment, risque de diminuer. Dans ce cas de figure, exemple l'agriculture. Mais il y en a d'autres. Donc, on va avoir deux forces de sens contraire, de sorte que on peut considérer que la question de l'emploi, en prenant beaucoup de précautions, pourrait être traitée sans faire trop de vagues sur le plan politico-social. Les vagues principales concerneraient alors le redéploiement de l'emploi, qui, lui, va être nécessairement important à cause de la bifurcation écologique, une baisse de l'emploi dans un certain nombre de branches, métallurgie, automobile, gaz, centrales thermiques, etc., nucléaire, bon, mais la question est en suspens. D'après le rapport Pisani-Ferry, ce serait de l'ordre, je crois, de 750 000 emplois. Il y aurait également un redéploiement territorial en raison de la concentration d'un certain nombre de sites de production d'énergie fossile. Donc voilà les principaux aspects de ce problème général du resserrement des choix et de la nécessité de faire des choix radicaux, c'est-à-dire d'en finir avec cette conception
où la neutralité finalement de l'État par rapport aux choix économiques et sociaux marquerait quand même les politiques de gauche à cause de ce lubrifiant qu'était la croissance économique, qui permettait de limiter l'ampleur des choix. Mais tout ça nécessite des conditions économiques et des conditions politiques et culturelles. Donc des conditions structurelles, hein, c'est mon troisième point, euh, relatives à ce qu'on pourrait appeler la sobriété partagée. Alors, conditions économiques. Évidemment, rupture avec la version néolibérale du capitalisme. Les outils de planification à mettre en place orienteraient l'économie vers des objectifs définis politiquement, démocratiquement et politiquement. Ils doivent permettre, en fait, ces outils, de concilier les priorités définies politiquement et la liberté de choix des agents. En fait, il me semble qu'il y a un principe qui est à peu près incontournable, c'est que plus les objectifs de production, de dépenses et de répartition, s'éloigneront de l'allocation des ressources par les marchés, et plus il faudra, pour les concrétiser dans l'économie, plus il faudra des outils qui interfèrent dans le marché. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer qu'il peut y avoir une transformation très importante de la répartition et de la production si on a une vision trop libertaire qui pourrait en l'occurrence dévier vers le libéralisme de l'économie. Et ça nécessite, à mon avis, des discussions, y compris dès aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que ce ne serait pas démocratique. Je parle là de l'exécution. Je parle de l'exécution des choix faits par les assemblées politiques. Cette exécution implique que le volontarisme des outils soit d'autant plus important que les choix s'éloigneront de l'allocation des ressources, de la production et de la répartition par le marché. Et là, je saute une citation de Jean Garet qui était excellente en 2020, aucune chance de parvenir à bifurquer, vraiment sans rien prendre par des réglementations contraignantes à l'ébriété matérielle et financière du capitalisme. Bon, on peut, on peut développer, mais pour être plus rapide, je saute la citation, mais qui me paraît complètement excellente. Ça suppose donc la mobilisation de moyens interventionnistes, alors évidemment politique des dépenses publiques, qui, elles, vont forcément beaucoup augmenter entre les investissements publics, les aides aux entreprises pour les investissements verts, les aides au redéploiement de la production, soutien à l'artisanat, etc., aide aux salariés pour les reconversions, et ainsi de suite, et aux ménages. La politique monétaire doit être plus active. Là, je renvoie à des travaux, notamment de Jean-Marie, qui ont déjà été effectués. La politique fiscale, bien sûr, plus redistributive, mais aussi plus sélective en matière de fiscalité indirecte entre les produits et les services pour différencier de manière radicale les consommations et évidemment introduire la justice dans la fiscalité écologique, ce qui suppose un certain nombre de modalités. Quant à la réglementation, dont on sait qu'elle est indispensable en matière écologique, et ça, elle se développe d'ailleurs depuis plusieurs décennies, mais il faudra aborder la question beaucoup plus difficile, la question éventuellement d'un rationnement pour quelques consommations, dans la mesure où ça pourrait être une formule moins injuste que ce qu'on pourrait appeler le rationnement par le relèvement des prix pour dissuader certaines consommations. En complément de ce volontarisme, il y a évidemment les conditions organisationnelles, c'est-à-dire la mise en place d'une économie plurielle, c'est-à-dire que plus on arriverait à mettre en cause la domination des structures capitalistes, et moins
on serait aux prises avec la contradiction, avec la logique de l'accumulation du capital et l'absence de croissance économique de la production. C'est-à-dire que plus on aura le développement d'une économie sociale et solidaire d'une part et le développement d'un secteur public dans des secteurs clés, et moins se posera le problème de la contradiction avec la poursuite de la logique capitaliste dans une partie de l'économie. Enfin, les conditions politiques et structurelles. Il est bien évident que compte tenu de l'ampleur des tensions sociales véhiculées par un tel cas de figure, il y a au moins deux pistes qu'il faut privilégier. Première piste, totalement incontournable, c'est la participation de la population à la définition des choix économiques et sociaux. On ne peut justifier une planification ayant un caractère volontariste en matière d'exécution que si son élaboration est complètement démocratique. C'est nécessaire au niveau des principes, pas besoin de discuter bien sûr là-dessus, mais c'est nécessaire également au niveau de l'exécution et de la mobilisation de la population, et notamment pour diminuer l'ampleur des oppositions politiques. Cette planification au niveau de l'élaboration doit être évidemment aussi décentralisée au niveau des territoires pour résoudre les problèmes territoriaux et pour diffuser de manière la plus large la démocratie dans l'économie. Et en complément, je termine par là, il y a l'aspect culturel. Il nous faut œuvrer, mais probablement dès maintenant, à la promotion d'un imaginaire alternatif au consumérisme. Plus facile à dire qu'à faire. Contre le consumérisme très répandu, on peut déjà s'appuyer sur l'émergence d'attentes, certes temporaires, qui se sont manifestées, par exemple, pendant la crise du Covid, et notamment dans une fraction de la jeunesse. Cette fraction de la population a déjà rompu avec le consumérisme ambiant, et il y a des possibilités que ça se développe, notamment chez ceux, mais pas uniquement, qui ont déjà acquis un certain niveau, disons, culturel, mais pas uniquement. On doit revaloriser la critique de la marchandise et la critique du consumérisme, et simultanément, il nous faut lutter contre l'idéologie anti-impôt. Si on ne le fait pas dès maintenant, on aura beaucoup de mal à faire face aux critiques qui s'accentueront de la part de populations aisées, et peut-être pas uniquement, et dont il nous faut commencer dès maintenant. Reste alors un dernier problème que je n'ai pas abordé, c'est celui de la compatibilité avec un tel modèle, avec l'ouverture économique. Il est bien certain que dans le cadre national, la poursuite, le développement d'un tel modèle paraît extrêmement difficile. Ça serait bien sûr beaucoup plus compatible avec l'environnement si c'était fait soit au niveau de l'Union européenne, soit au niveau d'un sous-groupe de pays de l'Union européenne. Je vous remercie. Merci Michel. Bravo. Qui souhaite réagir? Pour applaudir. Déjà, c'est bien. Moi, je peux dire quelques mots. Merci Michel, tu as l'art de la synthèse comme j'ai rarement vu. Bon, merci. Trois ou quatre petits points qui peuvent être de détail, mais qui quand même peut-être sont importants. D'abord, la baisse des gains de productivité du travail n'affecte pas aujourd'hui maintenant uniquement les pays développés. Et pendant un moment, les pays en voie de développement, ou qu'on appelle aussi émergents, avaient été un peu abrités. Bon, mais déjà, cette baisse, depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, se manifeste même en Chine. Oui. Donc, et comme la Chine est un point important Ah oui. maintenant, ça rejaillit sur la moyenne mondiale. Donc,
Alors, bon, je suis d'accord à 100% avec tout ce que tu as dit, mais je vais juste énoncer quelques points qui me posent question à moi-même, hein, tu vois. La nécessité donc de consacrer de nouveaux investissements très très importants doit s'accompagner de de la diminution des investissements dans les secteurs qu'on va juger défavorables à un nouveau mode de développement. Mais le problème, prenons l'exemple, alors si un jour on sort du nucléaire, d'ici 20 ou 30 ou 40 ans, je ne sais pas, il faudra de tels investissements pour défaire. Donc ça double quasiment les nécessités d'investissement, à la fois pour les investissements d'avenir verts, on va les appeler comme ça pour le dire vite, et puis en même temps d'investir massivement pour défaire les anciennes structures du capital matériel investi. Donc ça, je pense que ça, je n'ai pas d'éléments chiffrés à dire, mais j'ai très peur que ça double la facture. Voilà. Bon. Absolument. Alors, bon, tu l'as pas abordé, mais bon, comme on en a aussi discuté souvent entre nous, là, je repose la question. Je pense que on a un atout, c'est qu'on peut aussi fonder d'espoir, alors de vrais espoirs, sur le fait que la récupération de l'outil monétaire serait quand même un truc très, très important. C'est-à-dire que et c'est le Covid qui nous l'a montré, et la capacité qu'ont les banques centrales bon, à faire autre chose que ce qu'elles font serait d'une grande aide pour amorcer, anticiper, parce que je ne crois pas que la monnaie puisse remplacer les impôts qui sont nécessaires, mais on peut anticiper, donc en une vision très caléchienne, hein, très post-keynésienne, hein, anticiper donc le surplus d'activité nécessaire à la promotion de certaines productions. Bon. Et alors, tu as soulevé un problème sur je vais terminer par là, sur l'articulation outils planificateurs et outils du marché. Et ça rappelle le débat qui n'a jamais été tranché favorablement par la gauche entre Hayek et Lang dans les années 30. Bien sûr. Et alors, si ça intéressait quelqu'un un jour, j'ai eu la chance quand j'ai été recruté à l'université ici, donc en 92, parce que j'avais besoin de passer le DEA que je n'avais pas dans mon bagage pour préparer ma thèse ultérieure, d'assister à l'un des derniers cours de Asselin, qui a fait un cours magistral sur le débat des années 30. Donc j'ai gardé pieusement les notes, bien sûr, parce que j'avais été fasciné par la manière donc, très, très pédagogique qu'il avait eu de nous expliquer donc, ce qu'avait été le discours, le débat entre Hayek, d'un côté Hayek et von Mises, et puis Lang, Oscar Lang de l'autre, et au final, c'est peut-être Hayek et Mises qui avaient un peu raison en disant qu'effectivement, la planification à la soviétique à l'époque était incapable de fournir les informations nécessaires au choix économique. Et donc, l'information par les prix de marché, il va falloir les réglementer, comme tu as dit, mais il va falloir aussi en tenir un certain compte. Pour le deuxième aspect que tu as souligné, à savoir, bon, il va y avoir quand même la nécessité de conserver une certaine liberté de choix Bien du sûr, consommateur, et c'est là que survient la difficulté. tout Bon, à fait. voilà, bon, merci en tout cas pour ton exposé. Tout à fait. Euh, Merci Jean-Marie. Totalement d'accord sur les deux premiers points que tu as abordés. Baisse des gains de productivité autres que dans les pays capitalistes développés. Sur l'importance des investissements à opérer, pas simplement directement pour la transition verte, mais aussi euh, pour défaire ce qui a été fait par l'histoire de l'appareil productif. Bon, en ce qui concerne la récupération de l'outil monétaire, je suis d'accord. Simplement, euh, se pose le problème de la croissance à court terme. Euh, la politique monétaire, on peut la voir soit comme un moyen de détendre provisoirement la contrainte de la croissance, soit comme un moyen de sélection
des dépenses faisant l'objet de crédit. Moi, je tends plutôt à privilégier le deuxième aspect, c'est-à-dire lorsqu'on crée de la monnaie de manière autonome, indépendamment du marché, on choisit certains financements qui ensuite se feront au détriment d'autres types d'investissements. Moi, c'est un avantage que je vois à toutes vos propositions d'autonomisation de la politique monétaire. Reste le problème, est-ce que la politique monétaire peut détendre la contrainte de la croissance nulle ou hein, ça peut se faire, mais de deux choses l'une. Soit ça se fait, et dans ce cas, ça veut dire que on détend la contrainte de la croissance et on accepte d'être dans un cas de figure autre que celui que j'ai préalablement défini, soit ce surplus de création monétaire ne parvient pas, pour des raisons de blocage, ne parvient pas à entraîner un surplus de croissance. Et dans ce cas, on est ramené à l'hypothèse dont j'ai parlé pendant tout cet exposé. Et je crois qu'il y a un peu là derrière le débat avec Sterdignac entre les économistes qui ont considéré que la politique monétaire est un moyen quand même de détendre les contraintes et celui ou ceux qui pensent que oui, mais finalement, on est ramené à la question des rigidités, en quelque sorte, de l'évolution de la production et de l'emploi. Euh, la réalité risque peut-être d'être intermédiaire, d'ailleurs, à mon avis. Mais bon, alors ça, c'est par rapport à l'outil monétaire. Quant au débat, alors, Hayek mise d'un côté et Lang de l'autre, alors entièrement d'accord avec toi. Je lirai avec plaisir, si tu l'as conservé, ce que Jean-Charles a pu écrire et dire par rapport à ça. Moi-même, je m'étais intéressé à ça il y a très 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 longtemps et j'ai toujours considéré que le débat économique, à partir de mise langue et qui ensuite s'est prolongé sous d'autres formes et à d'autres propos dans ce qu'on appelait les pays de l'Est et en URSS dans les années 60, c'est un débat hyper intéressant. J'y avais consacré mes tout premiers mois de ma tâche d'enseignant-chercheur. J'avais abandonné d'ailleurs. Et puis ensuite, bon, ce débat a perdu dans les pays communistes, ça a perdu sa raison d'être au niveau des finalités immédiates. Mais je crois que sur le plan intellectuel, ça reste un débat fondamental et qu'il faudra le reprendre en essayant d'en tirer ce qu'on peut en tirer pour traiter d'une question aussi importante que la transition politico-économico-sociale. Voilà. Alors, juste un mot Vas-y. d'information. Thomas Coutreau a fait un article il n'y a pas il y a quelques années qui a remis ce discours et j'ai republié son article dans la revue Les Possibles je te dirai, il y a combien de temps. Oui, oui. Alors, ce que encore un mot par rapport à ça. Ce que je crois, c'est que Hayek a tout à fait raison sur l'impossibilité d'avoir les informations suffisantes pour avoir une planification pleinement efficace. Mais en même temps, si on retient une forme de planification axée principalement sur, en quelque sorte, des groupes de produits plutôt que des produits individualisés, on résout la question des grandes priorités politiques, politico-sociales, et on élimine une partie des objections que Hayek et Mises faisaient aux tenants du socialisme à l'époque, me semble-t-il. Mais de toute manière,
je pense que la question de la nécessité d'instruments ensuite volontaristes se pose dès l'instant qu'on accepte le principe d'une planification, c'est-à-dire d'aboutir à une allocation des ressources différente de celle du marché, mais compatible avec la liberté de choix des agents économiques et en particulier des consommateurs. Michel, pardon. Oui, bon, je vais apporter un autre son de cloche. Bien sûr. Qu'est-ce que je vais bien vous dire? Ton exposé était très clair, très très clair pour définir tous les problèmes auxquels on est confronté dans le cadre du système actuel. Bon. Et d'ailleurs, l'échange que tu as eu avec Jean-Marie, c'est la preuve que c'est une discussion d'experts dans le cadre de ce système. Et ce que tu nous as dit et l'échange que vous avez eu tous les deux, ça m'a fait penser à un problème que vous connaissez peut-être sans doute, le problème du carré des 9 points. Vous avez un carré. Bon, voilà. Et le jeu consiste à partir d'un point et à rejoindre les 9 en question par 4 lignes droites. Quand on est confronté à ce problème, ce qu'on fait, c'est qu'on introduit inconsciemment dans l'énoncé du problème une contrainte qui n'est pas formulée, ce qui fait qu'on n'y arrive pas. Et la solution, en fait, elle est quoi? Elle consiste à sortir du carré des 9 points. Là, tu vois, ton discours, on pourrait très bien prendre tous les concepts que tu as utilisés et identifier ces 9 points. Et tu tournes autour et tu arrives à une impasse. Parce que pour moi, dans le cadre de ce système, il n'y a aucune marge de manœuvre pour un parti de gauche le mieux intentionné qui soit. C'est impossible. La force de contrainte du capitalisme est telle que quelle est la marge de manœuvre? Qu'est-ce qui pourra être mené objectivement? La solution, c'est celle qu'avait dit Hans Jonas, une dictature bienveillante. Voilà, c'est tout. Non, ça me désespère. Hein. C'est pour ça qu'il faut en sortir. Oui. Peut-être une dernière question. Oui. Dans un cadre national, évidemment, on imagine à peu près la possibilité d'avancer vers ça. Donc, tu as évoqué évidemment le besoin la nécessité d'élargir un sous-ensemble européen, voire d'aborder la question au niveau européen. Moi, je pense qu'il faut qu'on envisage aussi la question mondiale, dans la mesure où on a quand même le sentiment que la manière dont on raisonne aujourd'hui sur ces questions oublie qu'on a délocalisé la plupart de nos industries vers les pays du Sud et que en réalité, tout ce que on crée comme externalisation négative à tout point de vue, finalement, on les a reportés sur d'autres. Et bien sûr, les capitalistes en ont profité au passage pour capter toute la richesse qui était produite ailleurs et continuer, je dirais, à assurer leur domination. Question, alors, donc ça pose la question de la réindustrialisation, hein, ni plus ni moins. Est-ce qu'on doit continuer à laisser les autres supporter le coût de ces questions-là ou est-ce qu'on l'assume? C'est une charge supplémentaire. Hein. Et deuxième élément, comment on fait pour que, ça a été un peu évoqué dans les discussions qu'on a eues hier ou avant-hier, comment on fait pour que le débat soit pas simplement un débat partant des consommateurs, mais aussi un débat qui irrigue la production et les acteurs de la production, de tous les créateurs, hein, au sens large, pas simplement, et donc qui pose la question de la démocratie sociale et de la démocratie dans les entreprises comme une articulation et un complément de ce qu'on connaît, je dirais plus classiquement, de la démocratie citoyenne. Merci beaucoup. Sur le premier point, je suis bien d'accord que dès l'instant où le système capitaliste subsiste, il y a des éléments de contradiction. Simplement, je considère que à partir de la situation actuelle, le problème, ce n'est pas la disparition subite du capitalisme, mais c'est le passage d'une situation où le capitalisme est hégémonique
et le néolibéralisme a contribué à renforcer l'hégémonie du capitalisme dans la société, à une société transitoire, bien entendu, où le capitalisme cesserait d'être hégémonique. Ça me paraît possible dans le cadre d'une économie en privilégiant deux transformations structurelles, mais je n'ai pas développé. C'est d'une part un secteur public élargi dans des secteurs clés, incluant évidemment le secteur bancaire, et d'autre part, pousser au maximum, à partir du moment où ça obéit à des attentes d'une partie de la population, à l'extension du secteur de l'économie sociale et solidaire, qui a de multiples avantages, et notamment de favoriser les initiatives, de correspondre à des attentes croissantes d'une partie de la population, et une partie de la population qui a déjà fait preuve d'initiative. Donc, avec ces deux outils, on peut arriver à réduire l'influence du capitalisme dans l'économie et dans la société, surtout si on utilise de manière cohérente et volontariste le secteur financier. Parce que c'est quand même là, hein, que se situe la transversalité des choix. Mais on dispose de l'expérience des années 80 et notamment Robert Fossard, qui a eu une expérience de direction d'une banque, où il s'est avéré que les nouveaux critères de choix n'ont pas véritablement été recherchés et appliqués. C'est pour ça qu'il importe de discuter au préalable sérieusement de la réorientation de l'économie et des critères de cette réorientation de l'économie pour que, ensuite, si un jour on arrive à avoir un certain nombre d'outils à notre disposition au niveau du secteur financier, on ne soit pas embarrassé et qu'on arrive à faire prévaloir, et ça suppose qu'on ait des idées claires, on arrive à faire prévaloir un certain nombre de priorités. Ça, c'est par rapport à la question de la place du capitalisme dans cette société intermédiaire. Ça me paraît, disons, porteur de difficultés, mais en même temps marqué d'un certain réalisme dans la situation actuelle. Quant au rapport avec l'international, je suis bien d'accord. L'idéal, ça serait que ça se place au niveau européen. On a à opérer un accompagnement et une incitation au mouvement de relocalisation. Là aussi, ça signifie un certain éloignement de la spontanéité du marché, parce que ce n'est pas pour rien qu'il y a eu pendant des décennies le développement de la mondialisation. Ça correspondait quand même à l'application de la recherche du profit maximum au niveau international. Et donc là, ça signifie qu'on va chercher à s'éloigner de cette logique stricte de la maximisation du profit privé, et ça sera évidemment un des choix à opérer. Sur la démocratie sociale dans les entreprises, il est bien évident que dans l'ensemble des entreprises, et notamment dans les entreprises capitalistes, on va devoir et il faudra mettre en place des structures qui développent la capacité de contrôle des salariés d'un certain nombre de décisions, pas uniquement de décisions sur les aspects sociaux des entreprises. Mais là, ça dépendra
des rapports de force, ça dépendra de la force du mouvement social. Et ça, c'est quand même pas acquis. C'est pas acquis au vu de ce qui se passe depuis une quarantaine d'années. Il me semble que, mais ça c'est un tout autre sujet, il me semble qu'une des caractéristiques malheureusement des 40 dernières années, ça a été la perte du pouvoir des salariés dans le rapport de force avec le patronat dans l'ensemble des pays développés, et je pense qu'ailleurs, ça doit être pareil, sinon pire. Donc, il nous faut améliorer ce rapport de force. On peut considérer qu'en ayant l'appareil d'État, on peut y contribuer, mais ça ne sera pas automatique. Mais je suis bien d'accord que plus on arrivera à développer ce qu'on peut appeler un contrôle, y compris dans les entreprises capitalistes, moins on aura de contradictions à gérer par rapport à la survivance du capitalisme. Et là, je reviens sur ma réponse à ta question, qui est tout à fait légitime. Bien, si vous en êtes d'accord, parce que là, le prochain intervenant nous attend. Évidemment, on aurait plein d'autres choses à dire, mais je vous propose qu'on poursuive nos travaux